Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, l'émission qui ouvre les discussions sur l'innovation. Alors on va commencer avec une nouveauté dans les connexions sans fil, le Wi-Fi Mesh. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On va pouvoir préciser les choses, à quoi ça sert, de quoi il s'agit exactement, quels sont les critères pour bien choisir. Ce sera le sujet de mon interview avec mon premier invité, Fares Abdi, qui est déjà installé en plateau. On l'interrogera dans quelques instants. Il travaille pour TP-Link, un spécialiste du Wi-Fi Mesh. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, on va se poser cette question du numérique et de l'environnement. Est-ce compatible? Alors d'un côté, il y a effectivement une exigence de sobriété numérique et puis de l'autre, des usages intéressants à étudier pour aider les industries à être davantage éco-responsables. On verra également évidemment quelles sont les limites à ces innovations que l'on appelle green. Et puis nous aurons rendez-vous avec la coach start-up pour apprendre à soigner sa marque employeur. C'est un facteur clé de succès quand on sait l'importance d'attirer vers soi les bonnes personnes. On conclura évidemment cette émission par une innovation et demain si l'on recyclait grâce au CO2. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors dans cette interview, on va donc parler des connexions Wi-Fi et de cette innovation Mesh avec vous, Fares Abdi. Bonjour. Vous êtes directeur de la division Pro de TP-Link France. Alors TP-Link, pour rappeler, c'est un fabricant chinois qui développe des produits dans le domaine de la domotique, des équipements réseau. C'est le numéro 1 mondial sur le marché des appareils réseau local Wi-Fi, modem, routeur. Déjà, première question, qu'est-ce qui a changé dans nos besoins en matière de connectivité depuis ce télétravail qui s'est imposé à nous ? Il faut savoir déjà que le télétravail a été imposé, subi, pour tous les employés de France. Ils n'étaient pas prêts, aujourd'hui, en termes de connectivité. Tous équipés de box Internet, dites des box grand public, et non structurés pour accueillir tout ce qui est application métier. On parle de téléphonie sur IP, on parle de visioconférence, de partage, etc. Toutes ces box étaient dédiées normalement, comme chez tout le monde, à des usages grand public de loisirs. Ça, c'était il y a un an. Ça, c'était il y a un an. On a eu aussi beaucoup de communication de beaucoup d'acteurs du marché sur équipez-vous en télétravail. On a parlé de webcam, on a parlé de casque, de clavier ou de bureau. Mais le principal était oublié, la connectivité. Aujourd'hui, sans connectivité, sans une bonne connectivité bien gérée, vous ne pouvez pas télétravailler dans les meilleures conditions. Le point aussi essentiel, c'est que qui dit télétravail, dit avoir les enfants à la maison, dit avoir des applications consommateurs, le streaming, le partage, etc. Et aussi travailler un peu partout dans toutes les pièces de la maison. C'est ça la difficulté un petit peu finalement. partout. Parce que si on est raccordé directement à sa fibre optique ou même à sa bonne connexion ADSL, tout va bien. Tout va bien. Mais quand vous devez vous connecter en Wi-Fi, c'est là que... À plusieurs dans la maison. Alors, donc, on va parler de cette innovation Wi-Fi. Alors, il y a eu la normalisation déjà du Wi-Fi 6 et puis ce Wi-Fi Mesh qui veut dire un Wi-Fi, un réseau maillé finalement. Hein. Tout à fait. Vous pouvez nous faire une explication de texte? Donc, réseau maillé dit... je vais mettre des guillemets, de pouvoir câbler virtuellement des points d'accès, des bornes, et de pouvoir créer qu'un seul réseau Wi-Fi. À la différence des répéteurs, un répéteur va pouvoir prendre un signal de la box et l'étendre, le répéter. Sauf que le souci avec un répéteur, on perd à peu près 50% du débit, de la puissance du signal. Au bout de combien de répéteurs? On va dire qu'au bout de 3, il nous reste 25% de débit dessus. Peu importe où il est situé, dans toutes les configurations? Peu importe où il est situé et quelles que soient les configurations. Dans Réseau Mesh, les bornes sont maillées, donc câblées virtuellement, et ne constituent qu'un seul réseau. Donc que vous soyez au bout de la pièce, au milieu, etc., vous aurez toujours le même débit, la même performance et la même capacité du réseau. Et alors, il faut utiliser quel type de matériel pour avoir ce Wi-Fi Mesh? Alors, TP-Link a deux divisions. La division grand public. Pas juste chez TP-Link, hein, je vous pose la question de manière générale. De manière générale, on va prendre ce qu'on appelle des bornes, des kits de bornes, donc des kits de 2 ou des kits de 3, pour, selon les mètres carrés, bien sûr, à couvrir. Et de là,
on va pouvoir les connecter à la maison. C'est-à-dire une principale Comment on derrière les la box. repère, ces bornes? Elles ont un nom? Elles s'appellent des bornes mesh? Je Alors, crois pas, non? chez nous, elles s'appellent déco. Déco, pourquoi? Parce qu'elles sont décoratives et qu'elles s'intègrent tout à fait à l'environnement de la Mais maison. le grand public, comment fait-il, lui, s'il doit choisir une borne mesh? Alors, pour choisir une borne mesh, tout va dépendre déjà de la surface à couvrir et bien sûr du débit qu'il veut avoir. Tout va dépendre. Est-ce qu'il est sur un lien ADSL ou est-ce qu'il est sur un lien fibre? Quelle est la puissance de sa fibre? Aujourd'hui, on peut monter avec du déco. Il faut que la box soit Wi-Fi 6, forcément? Non, parce que vous allez connecter le boîtier principal derrière la box. Ça veut dire que la borne va être Wi-Fi. Vous pouvez avoir une borne, une box en Wi-Fi 5 et mettre des mèches en Wi-Fi 6. D'accord. Donc c'est une rétrocompatibilité, je dirais. Donc si on voit écrit sur la boîte répéteur, c'est pas ce qu'on doit acheter? Tout va dépendre. Pour moi, un répéteur, c'est bien dans un appartement. Mhm. Pour un appartement, le répéteur va très bien convenir. Quand vous êtes en maison, que vous voulez avoir une connexion Wi-Fi stable, fiable et surtout performante du garage jusqu'au comble, Mesh reste la meilleure des solutions. Est-ce que c'est plus cher? Ça va être plus cher. Ça va être plus cher. Mais... Donc peut-être davantage aussi pour les structures professionnelles? Alors sur la partie professionnelle, il y a une gamme pro, donc Omada SDN, une gamme managée qui correspond aux professionnels, à équiper des locaux de professionnels et qui va avoir bien sûr d'autres caractéristiques. Bon, alors je voulais juste terminer, parce que j'ai dit que c'était une entreprise chinoise, votre siège international, il est à Shenzhen. Tout à fait. Je voulais savoir comment ça se passe, que vous pouvez nous dire très rapidement concernant la pénurie en matière de puces électroniques. Alors au niveau de la pénurie, effectivement, on subit tous les constructeurs, que ce soit grand public, professionnel, etc., quelques soucis de réapprovisionnement. Notre force et notre chance, c'est que TP-Link est un gros constructeur qui a des grosses capacités d'achat en termes de processeurs, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le gère tranquillement et surtout sereinement. Merci beaucoup Fares Abdi. Je rappelle que vous êtes directeur de la division Pro de TP-Link France. Alors maintenant qu'on en a appris davantage sur ce Wi-Fi Mesh, on va se poser la question d'être un peu plus sobre avec notre numérique. Comment faut faire? On va poser la question à nos invités. Alors dans ce Tech Talk, on va parler de l'exigence de sobriété numérique et des innovations dites green avec Clément David, cofondateur de Paddock, qui est un concepteur d'infrastructures cloud pour les entreprises de toute taille, et Élodie Grimoin, cofondatrice, directrice générale d'Urban Canopy, Bonjour. qui vient d'être sélectionnée parmi les 20 startups du programme d'avenir French Tech Green 20 du ministère de la Transition écologique et du secrétariat d'État chargé à la transition numérique. Également avec nous en visio, Sylvain Lefalaire, cofondateur d'une autre start-up lauréate French Tech Green 20, Hello Watt. Alors, on va commencer ensemble, tiens, Clément David, parce que le cloud est quand même au cœur de toutes les discussions. Quand on parle de pollution numérique, ils sont pratiquement les premiers qu'on va montrer du doigt avec leurs data centers qui consomment énormément d'énergie. Est-ce qu'on peut travailler dans le cloud et dire qu'on travaille sur la sobriété numérique ? Alors, c'est même une alternative très intéressante. Pourquoi? Parce que, alors, on va évoquer plein de sujets ce matin sur la pollution liée à l'IT, mais c'est vrai que le cloud est en soi déjà, quand on est obligé d'utiliser des data centers, et aujourd'hui, en fait, on n'a plus le choix, on va utiliser des données pour les sites internet, pour les applications, pour les objets connectés. En fait, de toute façon, il faut bien que ces données soient stockées quelque part. Déjà, moi, j'ai une première question. Dites-moi. Est-ce que le fait de stocker les données non plus au niveau local, mais de les mettre dans le cloud, ça a un effet positif ou négatif là, sur la consommation énergétique ? En fait, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus son propre data center. Donc en fait, déjà, les ressources sont mutualisées, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir chaque entreprise qui va acheter ses racks, qui va acheter ses serveurs, qui va elle-même les gérer, etc., ce qui multiplie les coûts, là, on mutualise. Il y a un deuxième élément qui est le métier d'AWS, le métier d'OVH, de Google. En fait, c'est d'optimiser ses coûts pour optimiser la marge. Donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, AWS ou OVH, leur data center, ils coûtent à la planète, entre guillemets, en termes de consommation d'électricité, 3 fois moins que si chaque entreprise avait le sien, parce qu'ils ont un savoir-faire et un temps, une compétence dédiée à cette optimisation qui est beaucoup plus importante que l'entreprise lambda. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut consommer moins,
on consomme beaucoup moins d'électricité en la mettant dans le cloud que si on a son propre data center. Et il y a un deuxième élément qui est, dans le cloud, au lieu d'avoir un data center qu'on entretient toute l'année, on paye ce qu'on consomme. Donc en fait, il y a plein de manières en plus d'optimiser ça, on pourra en parler. Mais quand on met ces data dans le cloud et qu'on les utilise dans le cloud, on est déjà forcément mécaniquement plus performant en termes d'émissions de CO2 que si on a son propre data center tout le temps. Bon, et puis on va voir que c'est quand même toute une chaîne aussi sur laquelle il faut travailler. Avant, j'aurais demandé à Élodie Grimoin, donc félicitations déjà pour cette sélection dans le Green 20, de nous parler d'Urban Canopy. Alors pourquoi votre concept, votre start-up a tapé dans l'œil des ministres ? Alors nous, notre solution, donc Urban Canopy, le but c'est de rafraîchir la ville par le végétal. Et donc c'est un projet issu de la recherche publique. Donc en fait, le projet est né dans l'école des ponts et chaussées, qui travaille justement sur les structures légères et modulaires. Donc c'est né vraiment dans les laboratoires de l'école des ponts. Et donc ils faisaient de grandes structures légères. Et un jour, un des chercheurs s'est dit, mais pourquoi ne pas se servir de ces structures pour greffer du verre dans la ville et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc Urban Canopy est né comme ça. Et donc justement, le groupe de chercheurs à l'origine est maintenant actionnaire de la société. Donc on a développé cette idée en se disant, mais comment végétaliser la ville ? Partout, justement, on n'a pas de solution. Parce que la ville aujourd'hui, elle est dense. Plantons des arbres. C'est ça, on peut très bien se dire, plantons des arbres. Donc moi, je suis ingénieur agro de formation. Donc si on peut planter des arbres, plantons des arbres. Mais justement, aujourd'hui, dans la ville qui est dense, qui est minérale, il y a du béton, il y a des parkings souterrains, des problématiques de charge. On ne peut pas enlever le minéral, on ne peut pas creuser, on ne peut pas mettre de pleine terre partout. Donc malheureusement, on n'a pas de place pour développer le végétal en ville. Et donc nos solutions permettent justement un support, permettent au végétal de se développer avec un minimum d'encombrement urbain. Donc le premier modèle qu'on a développé, de type mobilier urbain végétalisé, qu'on appelle Corolle, c'est 1 mètre seulement d'emprise au sol pour 50 mètres carrés de surface végétalisée. Donc ils font de l'ombrage, évapotranspiration, albédo. Et on travaille sur de la R&D pour végétaliser maintenant les toitures et les façades, parce que bien sûr, on parle d'encombrement urbain. Donc c'est pas au sol que ça va se passer, mais en hauteur sur toutes les surfaces disponibles, toiture, façade. Donc du végétal hors sol. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été sélectionné donc, parmi les 200 candidats? C'est ça, il y a eu 200 candidatures. Parce que là, je n'ai pas entendu parler de technologie pour l'instant. Oui, alors justement, le côté tech, nous, il y a de deux façons différentes. Il y a déjà la tech, tout ce qui est la tech issue des labos de l'École des Ponts sur les structures légères et modulaires, où on a 2 brevets là-dessus. Un sur des noix de connexion pour avoir justement n'importe quelle forme désirée avec la même techno. Et un brevet avec l'École des Ponts et Chaussées, justement, sur ce déploiement structurel, sur ce maillage. Et un sur la partie justement de l'IoT, sur le côté justement plus tech. Objet connecté. Data, objet connecté, c'est que justement, si on veut que le végétal se développe, si on veut que le végétal soit en bonne santé, il faut l'arroser, il faut lui donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Et donc, au niveau de nos structures, au niveau des pots, en fait, on a une réserve d'eau et on a un système de goutte à goutte avec un système d'irrigation intelligent piloté à distance. Donc, on a développé un algorithme d'irrigation. Vous avez des petits capteurs dans le substrat et suivant les datas pédoclimatiques, ça irrigue intelligemment le végétal suivant les besoins. Donc, quand on sera à hauteur, ce sera aussi beaucoup plus simple que d'aller arroser comme ça les plantes. Ce qui fait qu'on donne la bonne quantité d'eau quand il faut. Donc, on économise aussi la ressource, bien sûr, en eau. Et l'avantage des plantes grimpantes, c'est qu'il y a beaucoup de surface foliaire pour un minimum, justement, d'emprise. Donc d'un côté, on a la sobriété numérique et de l'autre côté, on a le numérique comme outil. C'est ça, c'est vraiment un moyen et non une fin. Donc on se sert de l'IoT. Alors je crois que c'est à peu près la même idée qui porte le projet de Sylvain Lefalleur de HelloWatt. Bonjour Sylvain. Donc HelloWatt, vous le présentez comme un conseiller énergie pour les particuliers, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est le conseiller énergie des particuliers, donc une plateforme web qui permet de maîtriser ses consommations et ses factures d'énergie. On fait ça du coup de 3 façons. Il y a un premier volet de solution qui permet de maîtriser le prix et la provenance de son énergie avec un comparateur, des achats groupés ou des solutions dédiées à l'énergie verte. D'autres solutions qui permettent de maîtriser sa consommation. Là, on parle de rénovation énergétique en lien avec les aides actuelles du gouvernement. Et le troisième volet qui permet d'installer des panneaux solaires chez soi pour devenir son propre producteur. Donc d'un côté, réduction de la consommation et de l'autre, l'idée aussi c'est de consommer autrement. Est-ce que cette énergie différente, on va l'appeler l'énergie verte, elle coûte plus cher aujourd'hui ? Alors elle coûte un peu plus cher, effectivement, mais on constate en tout cas qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui
qui choisissent justement de passer à l'énergie verte et de choisir un fournisseur d'énergie qui est peut-être un petit peu plus cher, mais qui reste aussi souvent moins cher que par exemple EDF, qui a les 3/4 encore des clients particuliers en électricité. Après, le grand enjeu sur la mission qui est celle d'Eloat, qui est de permettre aux particuliers de faire la transition énergétique de leur logement, ça va être de leur donner les outils pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur consommation d'énergie. Et donc là, chaque utilisateur d'Eloat, il a accès en fait à des outils technologiques, donc une web app qui est fondée sur les données des compteurs communicants, les compteurs Linky et Gaspard. Et il y a des algorithmes d'analyse développés par la R&D d'Eloat pour en fait juste comprendre sa consommation, pour pouvoir l'analyser, se comparer à des logements similaires. Et s'il y a effectivement des surconsommations qui sont liées par exemple à une surconsommation de chauffage, d'avoir des solutions personnalisées, quantifiées, pour pouvoir simplement corriger cela et réduire justement leur consommation et agir. C'est intéressant parce que c'est aussi l'idée, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul finalement sur cette sobriété numérique et cette éco-responsabilité. C'est vraiment toute une chaîne. Aujourd'hui, même un acteur de cloud a tout un écosystème qui dépend de lui. Oui, puis en fait, c'est très lié. Là, de toute façon, toutes les discussions qu'on va avoir dans l'avenir sur la sobriété numérique, ça va être lié à la donnée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux grands pans dans la sobriété numérique. Il y a les terminaux d'un côté, les télés, les téléphones, tous les objets connectés. Donc là, il faut travailler sur l'éco-conception. Là, sur l'éco-conception, et puis là, il y a un côté de l'utilisateur, du consommateur aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple qu'avec la 5G, en fait, toutes les entreprises, beaucoup de consommateurs, beaucoup de particuliers vont changer toute leur flotte de téléphones pour passer à la 5G. Ouais. Ça va être une catastrophe. Ouais. D'un point de vue purement écologique. Et en fait, il y a toute la chaîne comme ça qui doit réaliser qu'en fait, que ce soit l'énergie pour produire l'électricité, pour produire donc les terminaux, ou l'énergie qu'il faut pour transférer de la donnée de partout, en fait, même si on ne le voit pas, même si on ne touche pas, en fait, ça a un impact et c'est ça qui fait en fait l'empreinte globale qui aujourd'hui représente à peu près 4% de la planète. Et pour l'utilisateur, c'est juste gérer la décroissance en fait, c'est-à-dire acheter moins et consommer moins de données, ouais. C'est ça le seul choix qu'il a ? En fait, c'est un choix et c'est marrant parce que les entreprises et les consommateurs vont être à peu près face au même choix. C'est-à-dire, déjà, je réduis mes terminaux. En tant qu'utilisateur, oui, en fait, déjà, les objets connectés, il faut que je les choisisse. Parce que aujourd'hui, les frigos connectés, avoir un frigo connecté, avoir une montre Fitbit ou Apple Watch, etc., alors qu'en fait, une montre ancienne consommait beaucoup moins d'énergie à produire et à utiliser, etc., c'est un choix qui est un choix citoyen aussi. De la même manière, jouer toute la soirée à Fortnite ou à LoL, en fait, ça consomme de League of Legends, ça consomme de la donnée. Si à la place de lire un livre, j'en consomme pas, il y a des choix comme ça, que ce soit sur l'utilisation ou l'utilisation des terminaux, que les gens vont devoir faire, qui aujourd'hui, paradoxalement, alors que la génération des 15-35 ans est très sensibilisée sur l'écologie, va manger moins de viande, va acheter moins de vêtements, pour le coup, est beaucoup moins encore éduquée sur cette partie-là. Il y a un élément, par exemple, le Bitcoin, c'est 2 fois, en termes d'électricité, 2 fois la consommation de la Belgique. C'est une question qui peut s'appliquer pour tout, mais est-ce qu'à ce prix-là, l'humanité a vraiment besoin du Bitcoin ? C'est une question qu'il faut se poser à un moment, quoi. Moi, je suis alors là étonnée que ce soit un acteur du cloud qui pose cette question aujourd'hui. Oui, mais parce qu'en fait, c'est une question, quand on parle de sobriété... Parce que c'est le cœur de votre activité, la donnée. Oui, mais en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait ? Je vous donne un exemple. En plus, c'est marrant, dans un de mes clients, c'est un producteur d'énergie verte qui s'appelle Equator. Ils nous ont demandé de mettre en place, ils sont dans le cloud, de mettre en place des choses pour que tous les serveurs sur lesquels les développeurs codent soient éteints la nuit. On économise 30%. Au contraire, quand vous voulez lancer des algorithmes que vous pouvez lancer n'importe quand de manière ponctuelle, choisissez plutôt de les lancer la nuit parce que l'empreinte carbone de l'électricité est plus faible. Le cloud, ça permet cette flexibilité. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez dire, je veux que mes données soient hébergées en France. Il y a un élément qui est, non seulement c'est plus proche de l'utilisateur, et par rapport à l'Irlande, aux États-Unis, elles prennent moins d'énergie pour arriver, mais le deuxième élément, c'est que, en fait, la France a un mix énergétique très, très intéressant d'un point de vue carbone, notamment grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, oui. La question, c'est... aujourd'hui, en termes d'empreinte carbone, si je dis à Amazon, à Google, qui a des serveurs en Belgique, mais qui va bientôt en avoir en France, à Microsoft, qui a des serveurs en France, je veux utiliser un data center français, en fait, on peut faire du cloud de manière intelligente pour développer son entreprise et en même temps se dire, je travaille mon empreinte carbone pour essayer d'avoir une consommation d'énergie et une empreinte carbone la plus optimisée possible. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et nous, nos clients aujourd'hui, nous le demandent beaucoup.
Élodie Grémois, j'ai envie de vous retourner aussi cette question parce que finalement, pour piloter l'ensemble de vos végétaux, on va dire, dans la ville, vous avez besoin de collecter des données en permanence, d'installer des capteurs, donc vous multipliez les objets connectés et la collecte de données. Comment est-ce que vous faites pour que ce soit compatible avec votre ambition d'être plus éco-responsable ? Alors, très bonne question. Donc, justement, nous, ce qu'on utilise, déjà, c'est de la basse fréquence, c'est Sigfox et LoRa. Ouais. Donc, c'est pas de la 4G, c'est pas de la 5G. Et puis, justement, au niveau des données, ce que tu dis, c'est très intéressant. Et justement, nous, on a un data center à côté de chez nous, à Champs-sur-Marne. Donc, nous, on est situé à Noisy-le-Grand, chez Céleste, donc, qui est un producteur de fibres, où, justement, ça a un data center écologique. Qu'est-ce que c'est un data center écologique ? C'est un refroidissement avec des tours. En fait, tous les étages du data center sont ajourés, ce qui fait qu'il y a une circulation optimale de l'air. Et ils utilisent aussi la production de chaleur pour alimenter les bureaux et le froid inversement. Donc il y a un label qui pourrait exister là-dessus ? Alors, eux, en tout cas, ils il y a de toute façon, faut savoir ont déposé un brevet sur le data center qui s'appelle Marilyn, justement, sur le c'est ça. Et puis, il y a toutes les associations Greenpeace, etc., brandent et notent les data centers avec des études, etc. Ils sont très, très surveillés, justement, à cause de leur consommation. Et tous les services qui font appel, les YouTube, les Netflix, etc., sont aussi notés par ces organismes-là. Donc pour vous, c'était une préoccupation, vraiment. Pour nous, bien sûr, c'est une préoccupation. Pareil sur l'énergie aussi, d'avoir quelque chose de vert, même quand on roule, etc. D'être vraiment le plus bas carbone possible. C'est pas que dans la solution, c'est aussi dans la manière d'être qu'il faut aussi repenser les choses. Et justement, sur cette box qu'on appelait Sensopi pour l'irrigation pilotée à distance, là, on travaille justement sur un système d'irrigation passif pour justement être encore mieux en termes de bilan carbone. Alors, c'est-à-dire, précisez-nous. Alors aujourd'hui, en fait, pour irriguer intelligemment les plantes, en fait, on a une pompe. Donc, on a des capteurs, l'algorithme d'irrigation qui déclenche en fait une pompe pendant X minutes suivant le besoin hydrique du végétal. Le tout est alimenté par panneaux solaires et donc par batterie aussi. Donc, pour limiter, bien sûr, parce qu'on sait qu'une batterie, un panneau solaire, ça coûte aussi en termes de carbone. Oui. Donc, pour limiter tout ça, on développe un système d'irrigation passif où en fait, l'eau va se diffuser toute seule directement dans la terre par un système poreux, par capillarité, où en fait les racines par succion vont venir capter directement l'eau, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de pompe, plus besoin de batterie, plus besoin de panneaux solaires. En gardant toujours une petite box Sensopi, mais juste pour récolter les datas, pour suivre, voir si tout se passe bien, et pour en donner toujours une alerte sur le niveau d'eau restant de la réserve. Voilà, donc c'est vraiment limité au maximum l'utilisation des datas, enfin minimum de data possible. Donc on peut aussi limiter, mais voilà, toujours en ayant la tech comme moyen. Mais Sylvie, oui. Ouais, pardon. Sur la donnée, si je peux revenir sur cette question, c'est ce qui est hyper important à donner, c'est lesquels on va utiliser et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que on est en train de développer un écosystème qui va nous permettre de consommer de la donnée de manière exponentielle. C'est-à-dire que la 5G, ça va aller beaucoup plus vite que la 4G. Là, le cloud par satellite, on en avait parlé sur ce plateau, ça va permettre aussi d'envoyer beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement, d'augmenter la performance. On parle de edge computing, le fait que les serveurs soient beaucoup plus proches de l'endroit où ça va être consommé. Ouais. Et en fait, toute la question, c'est est-ce que ces données qui vont plus vite et qui ont, par exemple pour la 5G, une meilleure performance écologique, en fait, ça va simplement nous servir à en utiliser 10 fois plus. Et à ce moment-là, on a un problème. C'est-à-dire que SK Telecom, par exemple, qui est un opérateur coréen, qui est le plus gros opérateur coréen, ils sont passés à la 5G. Le nombre de données échangées sur le réseau a été multiplié par 3. Et en fait, toute la question, c'est de se dire, OK, la 5G va me permettre d'utiliser moins de données parce que c'est plus performant. En revanche, d'utiliser moins de données, le coût énergétique de la donnée sera moins important. Mais en revanche, la question, c'est si au lieu de regarder un film normalement, je regarde Emily in Paris en 4K sur Netflix et résultat, la donnée que je consomme, j'en consomme des fois plus, en fait, je vais aussi consommer plus d'énergie. Donc en fait, la question, c'est pas tellement... Il faut vraiment aussi pouvoir avoir la main là-dessus. On va faire réagir Sylvain Le Faller aussi, qui est avec nos visions, on ne l'oublie pas, de HelloWatt. Alors vous, votre solution, elle est possible grâce à l'arrivée de données aussi, qui sont issues des capteurs, des compteurs communicants, notamment Linky et Gaspard pour le gaz et l'électricité. Pourtant, ils n'ont pas été très bien accueillis, ces nouveaux compteurs. Effectivement, alors c'est quand même une affirmation, je pense, à nuancer, parce qu'aujourd'hui, quand on propose à des particuliers de savoir s'ils veulent avoir un outil gratuit pour suivre leur consommation et la comprendre, la très très grande majorité dit oui et souhaite partager ces données pour avoir accès, pour pouvoir les voir, les visualiser, parce que c'est quelque chose qui effectivement est nouveau. On peut finalement voir sa consommation d'énergie, qui n'était pas le cas auparavant, et surtout comprendre
d'où est-ce que ça vient, quels usages en fait génère cette consommation. Donc, dans l'ensemble, il y a effectivement eu des opposants pour des questions diverses, mais la grande majorité est quand même très positive par rapport à ces nouveaux usages. Pour rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment, nous on est dans un cas où justement, il y a de toute façon la finalité de ce qu'on fait, on utilise ces données, et c'est intéressant, l'installation du compteur Linky uniquement si ça permet aux particuliers de comprendre leur consommation et de faire des économies d'énergie avec ça. C'est des économies d'énergie qui peuvent être très importantes, puisque dans un logement d'un particulier, tout ce qui va être par exemple box internet, ça va être une consommation vraiment réduite par rapport à la consommation de chauffage, de l'eau chaude, qui vont représenter les 3/4 de la consommation d'énergie du logement. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir réduire de façon importante les consommations. Et du coup, on est sur une question où en fait, souvent on oppose un peu écologie et confort, et dans notre cas, pas du tout en fait, parce que ce qu'on va pouvoir proposer, c'est des solutions pour faire cette transition de façon simple et rentable. Et donc, on peut avoir des solutions qui sont plus vertes, plus écologiques, et qui permettent également de gagner de l'argent. Et avec une offre, en tout cas, nous, ce qu'on propose, nous, pour tout type de travaux, de rénovation, d'installation de panneaux solaires ou de changement de fournisseur pour passer au vert, on va s'occuper de tout. Alors, parce que là, on voit donc il y a effectivement le Linky qui est arrivé et qui est un nouvel outil qui va permettre de travailler sur sa consommation d'énergie. Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore développer ou débloquer, je ne sais pas, pour travailler davantage sérieusement sur nos dépenses énergétiques, selon vous, Sylvain Le Falleur ? Alors du coup, donc ces compteurs, ils sont en cours de finalisation d'installation. Donc on a des compteurs Linky aujourd'hui dans plus de 80% des foyers. Donc ça se répand vraiment, ça devient généralisé. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est justement ajouter des services, parce que l'enjeu pour nous, c'est de permettre aux particuliers de reprendre le contrôle et la compréhension de sa consommation d'énergie. Donc par exemple, on a un programme de R&D depuis des années qui permet de décomposer la courbe de charge, c'est-à-dire qu'on va utiliser les données détaillées de consommation pour estimer, détecter, mesurer votre consommation de chauffage et savoir s'il y a une surconsommation, par exemple, associée à votre chauffage. Donc comparer à des logements similaires et proposer des solutions qui soient quantifiées. Et donc, en ajoutant ce type de service, c'est justement ce qui permet de faire parler ces données et de les utiliser à une finalité qui est je pense, essentielle aujourd'hui, le logement étant des gros émetteurs de CO2 dans l'empreinte carbone qu'on a pour chacun d'entre nous. Alors, Élodie Grimoin, donc tous les deux, vous êtes dans ce Green Tech 20, je ne sais pas Green Tech 20, c'est French Tech Green 20, ça s'appelle le programme. Est-ce que vous avez des engagements à tenir en matière de consommation énergétique ou de résultats d'efficacité environnementale ? Alors, c'était plutôt sur justement les bienfaits de la solution, à la fois donc bienfaits de la solution, en quoi ça a un bénéfice pour la planète, et est-ce que la solution est bien développée pour justement limiter au maximum justement cette dépense énergétique ou ces ressources naturelles. Après, donc il n'y a pas d'engagement chiffré sur l'efficacité. Nous, on a dû fournir des chiffres, bien sûr, lors de cette candidature, mais de l'autre côté, ce n'était pas forcément des objectifs à atteindre, c'était vraiment essayer au mieux de comprendre la solution avec des chiffres, sans forcément avoir d'objectifs. Mais voilà, on en saura un peu plus bientôt, justement là-dessus, aussi sur cet accompagnement, où vraiment l'idée... Parce que là, on est vraiment au top démarrage du programme. C'est vraiment le démarrage où ça va être un accompagnement sur 1 an qui va nous ouvrir pas mal de portes aussi sur l'international. Et c'est vraiment de permettre à ces petits champions d'être de plus gros champions et de devenir un peu les licornes vertes de la France. Donc on est très contents et on a hâte d'en savoir plus sur ce programme. Alors, on termine, on arrive pratiquement à la fin de ce débat avec cette question, Clément David. Est-ce qu'on peut créer des nouvelles applications, parce que là, c'est ce qui est en train de se faire, en étant le moins énergivore possible ? De toute façon... Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont proposées par les acteurs du numérique, de la tech, de la data comme vous ? Bien sûr. De toute façon, déjà, t'expliquais tout à l'heure que certains data centers peuvent être utilisés qui sont entièrement green. Il faut savoir que même si on veut faire du cloud public, AWS, Google ont des data centers qui sont entièrement alimentés en énergie renouvelable. On peut aussi demander à être stocké dedans, etc. Et en fait, la vraie question, c'est sur le cloud, c'est comment est-ce que j'optimise mon utilisation. J'en parlais tout à l'heure. Et en fait, l'enjeu, c'est de se dire, moi, mon métier, en fait, c'est de porter des gens vers le cloud, mais c'est aussi de les aider à réduire leurs factures.
réduire en fait, leurs coûts liés à leur trafic. Et donc, comment est-ce qu'on optimise ça ? On optimise ça en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de données gaspillées possible. Donc, en fait, de toute façon, le simple fait qu'à la fin du mois, en tant que client, tout ce que je vais avoir pris chez AWS, chez OVH, je vais recevoir la facture à la fin du mois. Mais en fait, ça pousse le client à, de toute façon, essayer d'optimiser sa consommation d'énergie. Donc, je veux dire, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, même mécaniquement, les gens y ont intérêt. La question, après, c'est de trouver les entreprises pour les accompagner et le faire correctement. Eh ben, si l'intérêt économique rejoint l'intérêt écologique, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sylvain Lefalleur, cofondateur de HelloWatt. Merci à Élodie Grimoin, cofondatrice, directrice générale d'Urban Canopy, et Clément David, cofondateur de Paddock. Alors, juste après la pause, on va s'intéresser encore aux startups avec les conseils de la coach. Et nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec la coach startup Émilie Benayad, en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. Bonjour Émilie, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous expliquer comment on soigne sa marque employeur, y compris même si l'on est une toute petite structure, pourquoi pas même seul à bord, dans une aventure entrepreneuriale. Alors déjà, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière cette notion de marque employeur. Alors, la marque employeur, Delphine, c'est l'identité en fait, d'une entreprise. C'est ce qui fait qu'elle se différencie d'une autre entreprise, mais non pas du point de vue des clients, mais du point de vue des candidats, des collaborateurs et des anciens employés. Donc c'est comment elle va réussir à attirer des talents à elle. C'est pour ça que vous estimez que c'est un sujet clé pour la réussite d'une entreprise ? Effectivement. On dit souvent que le succès d'une entreprise, c'est à la fois la rencontre d'un produit avec son marché et à la fois la capacité à exécuter. Et donc, quand on parle de capacité d'exécution, on parle d'équipe. Et donc, c'est pour ça que c'est absolument clé de réussir à s'entourer des meilleurs talents. Alors, pourquoi la marque employeur intervient ici ? Je vais vous donner un chiffre qui, moi, m'a surpris. 56 à 75% des candidats se renseignent sur une boîte et sa réputation avant de postuler. Et donc, s'ils trouvent rien en allant se renseigner sur une boîte, ou si ce qu'ils lisent ne leur plaît pas, eh bien, ils ne postulent pas. Donc, vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Ah oui, c'est très important. Alors, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour travailler sa marque employeur ? Alors, ce que je propose, moi, c'est une méthode en 5 étapes. Il y a 5 étapes qui me paraissent clés pour construire sa marque. La première, c'est analyser sa culture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est identifier les 2-3 points profondément différenciants qui font qu'on ne ressemble pas à une autre entreprise. Et une erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on essaye de définir la culture qu'on a envie de devenir. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Il faut définir ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est important d'être authentique et de dire ce qu'on est avec nos qualités et nos défauts. La deuxième chose... d'avoir un travail d'honnêteté, introspection. Exactement, d'authenticité. La deuxième chose, c'est de définir ce qu'on appelle en marketing le tone of voice. Qu'est-ce que c'est ? C'est finalement de définir le quoi, le message, qu'est-ce qu'on veut dire, le comment on veut s'adresser à notre audience, le qui, quelle est notre audience, et le où, sur quel canal on va prendre la parole pour parler de notre marque employeur. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on doit définir du coup notre stratégie de contenu. C'est la troisième étape. Et donc là, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, je suis une boîte dans la deep tech. J'imagine que du coup, mon tone of voice va être plutôt un ton d'expert, de sachant. Et donc, la stratégie de contenu que je vais développer, ça va être un contenu autour de mon expertise technique, mon expertise marché. On va attendre de moi que j'ai des partis pris, que je donne un avis, un éclairage sur mon expertise. Et puis ensuite, on arrive à la quatrième étape qui est comment je relaye ce contenu. Et donc là, évidemment, ce sont sur les réseaux sociaux, à commencer par LinkedIn, qui est absolument l'incontournable désormais, pour s'exprimer. Dernière étape, mesurer ses résultats. Pour chaque action, finalement, même si ce sujet est un peu mou, mesurer ses résultats avec des KPI est extrêmement important. Et donc là, on va voir le trafic sur sa page carrière, le nombre de candidatures entrantes, le taux de transformation des candidats, ce genre de KPIs. Est-ce que vous avez un exemple concret à partager avec nous ? Oui, alors un exemple concret d'une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Cheers. C'est une boîte que Serena a accompagnée plusieurs années, avec qui on est resté très proches. Et en fait, Cheers, donc c'est une start-up dans l'impression photo.
Okay. Et donc, ils ont fait un travail extrêmement poussé autour de la culture d'entreprise. Et ils sont allés finalement jusqu'à la formaliser dans un culture book où ils rassemblent finalement l'ensemble des valeurs, des modes de fonctionnement, des comportements attendus. Culture book qu'ils mettent à disposition de leurs candidats, de leurs collaborateurs. Et finalement, le fait d'être allé très loin dans cette réflexion autour de la culture a eu un impact extrêmement positif pour eux et extrêmement concret. Non seulement ça a augmenté significativement le nombre de candidatures entrantes, mais ça a permis de faire monter la cooptation. Et aujourd'hui, 1/3 de leur recrutement est issu de la cooptation. Et alors, quand on est, je disais, ça va être une méthode qui peut fonctionner même si on est une toute petite structure, qu'on n'a pas de budget, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que même avec 0 ressources, 0 budget, on peut faire plein de choses en termes de marque employeur. Bon. Et donc, moi, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord s'appuyer sur eux, sur leur équipe de fondateurs et sur leurs premières équipes, qui sont généralement des gens extrêmement engagés dans le projet, pour commencer à prendre la parole. Et finalement, le fait de ne pas avoir de page corporate, de ne pas avoir de gros moyens au début, est presque un avantage parce que c'est un vrai gage d'authenticité. Et donc, ça veut dire qu'on maîtrise moins la communication aussi. Hein. Vous avez tout à fait raison. Et là, on peut quand même donner quelques guidelines sur le type de contenu à partager. Et donc, quel type de contenu on peut partager ? Premier exemple, les succès. Finalement, dans la vie d'une start-up, évidemment, elle est pavée de challenges, mais elle est aussi pavée de succès. L'ouverture d'un nouveau marché, la signature d'un nouveau client, des succès. Deuxième chose qu'on peut partager, évidemment, les jobs ouverts. Et donc ça, c'est une formidable opportunité de pouvoir communiquer sur le fait qu'on recrute et un formidable canal pour aller attirer des candidats. Et puis la troisième chose, on peut aussi communiquer sur des expériences de vie. Voilà, par exemple, premier confinement, je me suis confinée à la campagne, je poste des photos de ma vue pendant le confinement. Finalement, des choses qui viennent traduire un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance générale de cette équipe. Donc ça, c'est tout à fait des choses qu'on peut partager. Et donc sur les réseaux sociaux, ce ne serait pas forcément à travers le compte de l'entreprise, mais chacun à titre individuel. Exactement. Avec du coup, encore une fois, un impact encore plus important, parce que ce n'est pas l'entreprise qui parle, mais c'est l'individu. Et donc, encore une fois, un gage d'authenticité. Très bien, merci beaucoup Émilie Benayad. Je rappelle que vous êtes donc en charge de l'accompagnement opérationnel des startups du portefeuille de Serena. D'ordinaire, nous recevons David Bitton, mais nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Émilie, pour avoir une coach startup dans Smartech. Alors, à suivre, c'est évidemment l'innovation dans Smartech pour presque la fin de l'émission. On va voir comment on peut recycler les déchets électroniques grâce au CO2. Et demain, que va-t-on pouvoir inventer pour trouver de nouvelles solutions plus vertes au recyclage des déchets électroniques et technologiques finalement ? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on a une start-up française qui apporterait une solution originale à ce vrai casse-tête écologique. Oui, effectivement. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'usine de recyclage des métaux rares de demain, évidemment, pour créer toutes ces nouvelles technologies. Mekaware, c'est le nom de cette start-up française qui vient de rejoindre l'incubateur Deep Tech Pulsalis. Elle est en train de développer, cette start-up, une solution innovante de recyclage des métaux rares et des terres rares, inclus dans les métaux rares. L'objectif, recycler les produits en fin de vie, comme les batteries, pour récupérer, je l'ai dit, les métaux rares, mais surtout pour construire de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a recours soit à la pyrométallurgie, donc avec des fours à très haute température, soit à l'hydrométallurgie avec beaucoup de produits chimiques. Dans les deux cas, évidemment, la planète n'est pas gagnante, notamment à cause des effluents. Alors ici, le recyclage sera écologique grâce à un procédé unique au monde qui va se baser sur l'utilisation du CO2. Alors précisons justement ce procédé. La technologie, elle est issue en fait des travaux de recherche, il faut le citer, de Julien Leclerc, initié au sein de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille. Ces travaux, ils ont révélé plusieurs caractéristiques nouvelles du CO2. Une composition chimique capable de capturer les métaux, mais cette capacité est réversible, c'est-à-dire que quand on a compris que le CO2, avec sa composition, pouvait capturer les métaux, on a compris aussi qu'il pouvait déconstruire les alliages pour récupérer les métaux et les libérer, ce qui fait de lui un potentiel extractant. Mais pour ça, il lui faut un petit coup de pouce. C'est là qu'intervient l'amine, un composé
organique qui va être capable de cibler le CO2. Et concrètement, comment se présentera le dispositif ? Alors tout va se passer dans une cuve en fait, une cuve en forme de boucle fermée, un petit peu comme un donut. À l'intérieur de la cuve, on va retrouver la mine sous forme liquide. On y ajoute le CO2. À deux déjà, ils sont un extractant capable de dissoudre le métal, les alliages pour récupérer le métal. Ce métal, justement, on va l'ajouter aussi dans la cuve, mais sous forme de poudre. En fait, on va broyer la partie de la batterie qui contient les métaux rares, c'est-à-dire la cathode. Cette poudre, une fois qu'on l'a broyée, ça s'appelle la black mass, et c'est cette black mass qu'on insère à l'intérieur de la cuve. Et une fois tous les ingrédients réunis, on va laisser la chimie opérer. Alors comment ça se passe à l'intérieur de cette cuve ? On rentre au niveau moléculaire. Les molécules du CO2 activées par la mine vont s'accrocher aux métaux et les libérer de leurs alliages. Mieux, chaque métaux sera en fait ciblé par une molécule du CO2 et de la mine, c'est-à-dire qu'il va y avoir une véritable sélection, et c'est très important parce que ça fait de ce procédé un procédé très efficace en termes de gain de temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du parcours de ces métaux dans cette boucle fermée, petit à petit, chaque métaux sera séparé. D'abord, par exemple, le lithium, puis ensuite le nickel. Et on va les retrouver comme ça au fur et à mesure du parcours jusqu'à ce que le triage soit terminé. Ensuite, il n'y aura plus qu'à filtrer le fond et on aura déjà notre matière première triée. Et donc on peut dire qu'il n'y a pas de rejet nocif pour la planète ? Non, pas d'effluents, pas de produits chimiques. Mieux, on supprime en plus du CO2 dans le processus. Du CO2 est consommé complètement. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle va créer une boucle vertueuse à la fois sur les métaux rares qui vont être recyclés, mais surtout aussi sur le CO2, parce que l'objectif, c'est d'installer cette usine à côté d'une zone industrielle, à côté par exemple d'une cimenterie ou alors d'une centrale thermique, peu importe. On va récupérer le CO2 de cette production, on va le prendre pour lui donner une deuxième vie dans cette usine du futur. Alors, vous dites futur. Quand est-ce qu'on la verra émerger et sortir de terre, cette usine ? Dans pas si longtemps. Normalement, elle devrait sortir de terre d'ici 2024. Et d'ici là, dès la fin de l'année, un pilote devrait être présenté. On sait déjà à peu près où ? Non, on ne sait pas où. Top On n'a secret. pas pu avoir ces informations-là pour l'instant, mais dès qu'on les aura, on en reparlera. On va suivre l'avancée de cette green usine. Eh ben, on compte sur vous, Cécilia. Merci beaucoup. Ça fait parfaitement le lien avec le Tech Talk que nous avions juste avant sur la sobriété numérique et les green innovations. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi donc, ces débats sur une technologie demain plus verte, mais aussi une technologie qui peut nous aider à travailler sur la planète. Je vous donne rendez-vous demain pour des discussions autour des territoires connectés. Et non, il n'y a pas que la 5G, il y a l'ensemble de la France qui attend encore d'avoir de bonnes connexions. On aura la Fédération française des télécoms en plateau, on aura également l'opérateur Free ou encore le sénateur et président des associations des collectivités, Monsieur Chaise, en plateau. À suivre, c'est le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et donc, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.